السلام عليكم ورحمة بكم في برنامج فام au pluriel على قناة Maghreb TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femme au pluriel sur Maghreb TV avec beaucoup de plaisir et de recevoir mes invités. L'invité du jour est Madame Nora Balil. Madame Nora Balil est artiste bruxelloise d'origine marocaine. Elle est conteuse, elle est chanteuse, musicienne, poétesse, art thérapeute et a été enseignante il y a quelques années. Bonjour Nora. Bonjour Fawzia. Alors, merci beaucoup de votre présence. J'ai un petit peu parcouru votre parcours et on va en parler tout au long de cette émission. Bienvenue. Merci. Je suis très contente de pouvoir parler de mon parcours. Et donc, moi, je suis Nora Balil. Donc, je suis une artiste plurielle, comme j'aime le dire, avec plusieurs facettes. Et je suis née à Bruxelles, donc je suis vraiment une bruxelloise dans l'âme. Et mes origines, la terre de mes ancêtres est au Maroc. Et donc ça, c'est un mélange magnifique, coloré, subtil et très intéressant. Oui. Voilà, alors vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours. Vous êtes née ici à Bruxelles et puis après donc grandi aussi ici à Bruxelles. Oui. Racontez-nous un petit peu tout donc, ça en fait, avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, oui. Une conteuse, une artiste. Alors, je suis née à Bruxelles, donc j'ai grandi dans des écoles catholiques où j'ai appris beaucoup de choses aussi de cette culture. Et en fait, j'ai eu un parcours très classique, une élève très modèle, très appliquée. Et ensuite, durant le collège en humanité, là, j'ai été confrontée à pas mal de racisme, pas mal de difficultés. Et ça m'a renforcée aussi dans mon envie d'aller vers le monde, de changer les choses en fait, avec une âme idéaliste. Et là, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à faire plein de formations dans les arts de la parole, parce que j'étais quelqu'un de très très inhibé, très sensible, très écorché vif, et je ne parlais pas. Donc les mots étaient très difficiles pour moi. Et j'étais très timide et je ne prenais jamais de place et je ne m'exprimais pas sur les choses. Et donc, d'instinct, j'ai été vers le théâtre et là, j'ai commencé un long cheminement de formation dans la déclamation, dans la diction, l'éloquence, aussi le jeu d'acteur, la commedia dell'arte. Donc j'ai touché l'impro, j'ai touché à beaucoup de disciplines et essentiellement des arts de la parole en fait. Ce genre d'art, c'est important, Madame Balil, dans le parcours de personnes timides, d'enfants timides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos ? Oui, en fait, pour moi, c'était une thérapie, en fait. Donc, c'est la thérapie par le théâtre. Et en fait, c'est très important parce que, justement, dans la société, on ne nous laisse pas toujours la place. Et donc, on reste dans notre zone de confort. Et là, on est obligé d'aller sur scène, de travailler des textes, en fait, d'être dans la lumière. Mais je me souviens que la première scène que j'ai faite, c'était dans une église. Et je déclamais des textes anciens, mais mes jambes tremblaient. Donc vraiment, tout mon être tremblait, mais j'y suis allée. Alors justement, c'est le monde, vous avez quand même fait des études supérieures, oui. Parce que vous êtes pédagogue, enseignante, les sciences humaines, c'est-à-dire géographie, histoire et sciences. Parlez-nous un petit peu comment vous est venu d'abord ce choix-là. Et puis, comment vous avez vécu cette expérience professionnelle ? En fait, à la fin de mes humanités, je ne savais pas encore trop quoi faire. J'étais en latin, et parce que j'adorais l'histoire, ce qui se racontait dans le passé. Et puis, il y avait un supplément d'histoire que je pouvais prendre en option. Donc, ça m'a donné envie d'explorer l'histoire. Et donc, j'ai fait une première année de candidature en histoire à l'ULB. Et ça m'a beaucoup plu. Tous les cours qui parlaient, les cours classiques qui retraçaient histoire de l'art, histoire de l'Antiquité, la préhistoire. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait, au fur et à mesure des études, on allait faire des travaux de recherche très pointus. Et là, je me perdais un peu. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de me rediriger vers une école pédagogique supérieure. Et là, j'ai fait mes études de sciences humaines. Voilà. Et alors, directement, vous vous êtes mis dans le milieu professionnel ? Oui.
À l'âge de 22 ans, fraîche comme une rose, j'ai commencé à enseigner. Alors les premières années, c'était pas évident. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Oui, en fait, les premières classes, c'était pas facile parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très timide, donc il fallait masquer ce côté-là et être forte. Et j'avais pas vraiment les codes encore de l'expérience. Donc souvent, j'étais soit trop gentille, soit trop conciliante. Et je pense que les élèves le sentaient. Mais malgré tout ça, j'ai la chance d'avoir eu toujours un lien assez beau avec mes élèves. J'ai rarement eu de problème avec eux. Et ça, c'est ma chance. Oui. 10 ans d'enseignement. 18 ans. 18 ans d'enseignement, donc longue carrière, même si. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce milieu-là? Comment se portait à ce moment-là? Parce que bon, vous avez arrêté, on va revenir sur cet arrêt. Mais comment est-ce que vous avez vécu ces 18 ans d'enseignement? Quel est le rapport? Quel constat vous faites d'une manière générale? Alors, je trouve que dans l'enseignement en général, il manque pas mal de créativité, c'est-à-dire des espaces où on peut se déposer. On court toujours après le programme. Et surtout dans les disciplines dans lesquelles je suis, les programmes changeaient tous les 4-5 ans. Donc le temps de construire des cours qu'on devait déjà passer à autre chose. Et au fur et à mesure de mon parcours, les programmes devenaient de plus en plus compliqués parce que je donnais cours à des 12, 15, 16 ans. Et donc, je trouve que la grande difficulté de l'enseignement, le défi, c'est de laisser la place à la créativité et aussi à la singularité de chaque élève. Parce qu'on n'a pas le temps. Ça ne s'est pas fait, en tout cas, d'après ce que... C'est le constat que vous faites. Et quel était le rapport de vos élèves avec la matière? Peut-être pas avec vous, mais peut-être avec la matière. Alors moi, il faut dire que j'étais toujours un peu en retard du programme parce que je me laissais un peu aller à des voyages. J'étais déjà sur scène. Et en fait, je me souviens que, par exemple, les élèves adoraient les chiffres romains. On passait 3-4 cours et j'essayais de faire un jeu au tableau avec ça. Je prenais du retard, mais au moins les élèves maîtrisaient d'abord les chiffres romains et en plus, ça donnait une chouette dynamique au cours. Et aussi, je faisais aussi des scènes de repas de l'Antiquité. Donc, j'essayais vraiment de raconter aussi mon voyage à New York pour expliquer le plan des villes, que j'étais tombée parce que les bâtiments sont très hauts. Donc, quand je me laissais aller à ça, c'était comme un feu d'artifice. Il y avait une harmonie. Oui. Une harmonie, des rapports. Oui, c'était plus fluide. Fluide, oui. Pensez-vous qu'actuellement, ce milieu est toujours dans cette perception des choses ou ça a changé? Je ne sais pas si vous avez encore des liens avec le monde de l'enseignement. En fait, il y a quand même des bonnes choses qui sont là parce que je me souviens qu'il y a des collègues qui essayaient de mettre, malgré le programme qui était souvent lourd et le travail à effectuer, ils mettaient des touches de créativité, ils essayaient de faire des sorties. Donc, il y a une sorte de résistance quand même de la part des enseignants à essayer de continuer à mettre de la magie dans ce qu'ils font. Donc, mais c'est un travail titanesque puisqu'à côté de ça, il y a les corrections, les cours à préparer de plus en plus compliqués. Donc voilà, c'est un défi, je pense. C'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation et beaucoup d'énergie. Voilà. Et j'espère que... Madame Balil, donc, vous n'avez jamais laissé... vous avez été enseignante 18 ans, vous avez dit, mais il y avait tout ce côté artistique chez vous. Est-ce qu'il était juste caché, un peu dans l'ombre, puisque... Dans le cadre de votre métier, vous pratiquez comme ça un peu l'art. Comment est-ce que vous avez fait ça d'une manière un peu plus, avec un peu plus d'espace pour l'art? Alors vous avez utilisé le mot assez juste, de l'ombre. En fait, c'était caché en moi, alors que toute ma vie était occupée par l'art, en fait, puisque dès que je quittais l'école, j'allais au théâtre pratiquement chaque semaine. Je m'intéressais à plein d'émissions culturelles, je faisais du théâtre, enfin beaucoup de disciplines artistiques et aussi du chant, aussi du solfège. Et donc, il y a eu un événement qui a fait tout basculer. C'est à l'âge de 40 ans, j'ai fait un burn-out, donc avec des problèmes de santé assez importants.
Et puis ce burn-out, en fait, il m'a donné un coup de poing, il m'a réveillée, il m'a éveillée à moi-même. Et en fait, il m'a montré que je m'étais trompée de film, en fait, d'histoire. La transmission, elle est là, c'est quelque chose que j'ai en moi, mais je n'avais pas le bon habit, en fait. C'était juste, il fallait changer de décor, changer de film. Et donc là, c'était une évidence que clouée au lit pendant un bon bout de temps, plusieurs années, là, je me suis dit que j'avais envie de faire ce que j'aspirais depuis toujours. J'ai mis ça en lumière et c'était faire de la scène, être une artiste. Voilà. Ouais. Alors, une artiste, on peut être... il y a plusieurs disciplines dans l'art et là, vous êtes une poétesse très appréciée d'ailleurs dans le monde scénique. Racontez-nous comment est-ce que vous avez fait ce choix des poèmes. Est-ce que c'est pour enjoliver le monde ou... En fait, au départ, j'ai commencé donc ma vie d'artiste avec des groupes de musique. J'ai créé un groupe de musique qui s'appelle Isa Love, qui est le nom de ma grand-mère, Mama Isa. Et donc, au bout d'un moment, les musiciens, par le cours de la vie, n'ont plus pu me suivre. Et ça commençait vraiment à bien marcher. Et là, j'ai commencé à monter sur scène, faire plein de scènes ouvertes à Bruxelles, les scènes bruxelloises, avec mes poèmes. Et d'où ça m'est venu, en fait, ça fait depuis tellement longtemps que j'écris dans plein de petits cahiers éparpillés chez moi. Donc c'est vous qui écrivez vos oui, poèmes? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc j'étais toujours avec ma guitare sur le côté, les soirs de solitude, et à chaque fois je prenais ma guitare, j'écrivais des chansons. Donc la poésie est vraiment venue avec les chansons, en fait. Oui. Alors, vous avez commencé à écrire des poèmes. On peut avoir quelques exemples de thèmes, les thématiques que vous abordez. Oui. Alors, les thèmes, c'est souvent autour de la femme et des émotions de la femme, mais ça peut être aussi ce que j'observe dans le monde. Parce qu'en fait, je suis assez, on va dire, pas misanthrope, mais assez solitaire. Et donc, j'ai passé des années à observer les gens, le monde. Et donc, c'est surtout ce qui me traverse. Donc, ça peut être des sujets de société, ça peut être sur la différence, et ça peut être aussi sur ce que je vois dans l'actualité, en fait. Tout ce qui peut me traverser. Mais j'ai toujours des coups de cœur pour ce que traverse la femme, en fait. Et, il faut apprivoiser des mots et c'est ce que vous faites. Donc, vous utilisez des belles phrases, des belles formules de phrases, des belles tournures de phrases. Et c'est important pour vous, l'éloquence, la déclamation, etc. Vous l'avez déjà fait. Déjà, quand on est enseignant, on a tendance à déclamer un cours d'une certaine manière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert là maintenant dans vos poèmes et dans la lecture, en tout cas, ou l'exposition de vos poèmes? Oui, parce que j'ai la chance d'avoir cet art de la parole comme expérience, le théâtre. Et du coup, je ne suis pas juste autrice, en fait. Je fais vivre les mots en les lisant, en les jouant presque. Et donc, pour moi, on va dire, c'est un plaisir qui est multiplié, exponentielle, puisque je peux non seulement écrire, mais je peux aussi le raconter. Voilà. Alors vous avez écrit, vous avez dit, vous parlez de faits de société, etc. Est-ce qu'il y a un genre poétique qui vous est propre, Nora Balil? Alors, ce sont des poèmes qui sont assez lyriques. Donc, mais je peux avoir aussi des coups de poing et plus aller vers le slam aussi. Donc, quand je veux revendiquer... Vous raconter la différence entre, ou nous expliquer la différence entre un slam et un poème? Oui. En fait, un slam, c'est vraiment toucher des choses réelles, des réalités concrètes. Par exemple, j'ai écrit un poème que j'ai déclamé sur la grossophobie. Et donc, c'était un texte coup de poing avec des émotions qui sont très, très ancrées, très concrètes. Il n'y a pas de finesse, c'est brut. Et en fait, c'est dit d'une certaine façon. Tandis que certains autres poèmes dont je lirai tout à l'heure, sont des poèmes que j'appelle très métaphoriques, en fait. On va à ce moment-là faire un voyage, mais un voyage qui touche l'inconscient collectif, en fait.
puisque ça va toucher quelque chose qui est au-delà du visible. Et à ce moment-là, on rentre dans des poèmes beaucoup plus métaphoriques. En fait. Alors, peut-être vous devenez art thérapeute. Oui. C'est en lien avec l'écriture, avec la beauté des poèmes, ou l'extériorisation des émotions intérieures. Racontez-nous ce pont, en tout cas, entre l'art-thérapie et l'écriture et votre métier de poétesse. En fait, quand j'ai eu mon burn-out, donc là j'étais un petit peu pas mal alitée, et puis j'ai réfléchi, je me suis dit c'est venu naturellement, j'avais envie de reprendre une formation pour me réorienter. Et donc il y a eu à un moment donné une évidence, ça m'avait traversé de temps en temps, mais là je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est l'art-thérapie. Le lien qu'il y a, c'est que en fait c'est... Quand je déclame, quand je lis des poèmes, quand je rencontre les gens, il y a une sorte de transmission qui peut être très proche de la thérapie en fait. Parce que l'art en fait est thérapeutique. Il transcende la souffrance en quelque chose de plus beau, au-delà de notre condition humaine, de la souffrance de l'être humain. Et donc, pour moi, c'était évident d'allier cette transmission, le bien-être qu'on peut apporter, et aussi l'art, en fait. Et comme moi, mon langage artistique, en tout cas, et plus précisément les arts de la parole, l'écriture, le conte. Voilà. Alors, peut-être l'art-thérapie ici, c'est l'écriture, mais ça peut être d'autres disciplines. Oui. Quand j'ai fait mes études, mes camarades de classe étaient essentiellement dans l'art plastique. Et donc ça aussi, c'était très intéressant à explorer. Donc moi, je n'étais pas très habile, je manquais de vocabulaire et je voyais mes camarades de classe vraiment y aller avec des grandes feuilles, du papier. Et moi, j'étais toujours avec mes petits conditionnements, des petits arbres, des petits cœurs. Mais vous aviez beaux mots. Mais moi, oui, par contre, quand on avait des ateliers de contes, d'histoire, voilà, de théâtre, là, vraiment, je m'ouvrais, vraiment. Donc, ici, l'art-thérapie, c'est une manière d'aller mieux, d'aller bien et de transmettre le bien-être aux autres, de faire en sorte que les autres soient bien grâce à un art. Et ici, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, c'est l'écriture, c'est les poèmes, les contes. Alors, parlez-nous un peu des contes. Est-ce que c'est vous qui les écrivez ou bien vous puisez dans des grands conteurs Alors, l'approche du conte, c'est vraiment une approche qui est purement intuitive, en fait. C'est vraiment une pulsion. Et en fait, souvent, je raconte des histoires que j'écris moi-même, parce qu'en fait, j'ai tellement un imaginaire débordant depuis toujours. C'est une richesse, ça. Oui, que je voyage dans ma tête presque tous les jours et à m'inventer des scénarios, des histoires. Et du coup, c'est une matière que j'ai en moi. Et alors, il y a des personnages, des histoires qui arrivent. Et du coup, je les mets sur scène, je les fais vivre. Et le conte est un art vraiment que j'ai envie de mettre en lumière, comme la poésie. Parce que le conte est vraiment... On raconte des histoires, mais qui touchent vraiment l'âme de chaque personne et qui raconte tous les enseignements depuis la nuit des temps. C'est un art millénaire. Et aujourd'hui, surtout dans les sociétés ici, on ne le met pas assez en valeur. D'ailleurs, les conteurs ne sont jamais des vedettes, des starisés, etc. Parce qu'en fait, et pourtant, le conteur est un artiste qui a une grande puissance et son travail de conter les histoires demande une présence, une précision, un engagement total pour pouvoir pour pouvoir amener tous ces enfants et ces grands-enfants voyager dans leur monde. Vous avez fait directement la scène avec cet art, avec vos poèmes et vos contes? Directement, vous êtes allé... En fait, le conte est venu en faisant du théâtre. Ce n'est pas quelque chose qui est venu systématiquement, mais en faisant du théâtre, je me suis rendu compte, et de la poésie, je me suis rendu compte, et des concerts, que je racontais toujours des histoires, en fait. Et j'ai un souvenir que quand j'étais jeune en colonie, le soir, je racontais des histoires assez effrayantes à des amis et les gens étaient passionnés. Donc il y avait déjà quelque chose en moi de l'art de conter, mais c'est venu bien après le théâtre et le chant et voilà. L'art-thérapie,
votre métier maintenant, mais l'art tout court, celui de la poésie, celui de conte. Vous êtes aussi musicienne. Oui. Racontez-nous. Alors, en fait, j'ai une formation de solfège et j'ai commencé à faire aussi du violon quand j'étais petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont beaucoup initiés à l'art et nous ont beaucoup ouvert à une curiosité intellectuelle et culturelle. Donc j'ai touché à des instruments, j'ai aussi fait de la clarinette 3 ans. Mon cycle, c'est 3 ans. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire mes chansons. Donc j'ai créé des mélodies et j'ai collaboré avec pas mal de musiciens, en tout cas pour pouvoir créer des groupes. Et récemment, l'année passée, j'ai organisé des concerts avec un pianiste sur un répertoire qui s'appelle Nour, qui signifie en arabe la lumière. La lumière, oui. Et ce sont des chansons à texte qui sont des poèmes chantés en fait. Et donc la musique, les mélodies occupent une place très importante. Ouais. Alors, quelques mots, Madame Balil, sur la vie d'artiste. Quand on dit, c'est vrai que quand une personne galère même, on dit ça c'est la vie d'artiste ou bien une vie assez tumultueuse. Est-ce que c'est le cas? Alors, oui, en fait, c'est très compliqué et très complexe parce qu'en fait, on doit tout le temps se remettre en jeu. On doit tout le temps se donner à fond. Il n'y a pas de demi-mesure pour pouvoir arriver à quelque chose. Alors, j'ai la chance, avec les réseaux sociaux, d'avoir plein de propositions et je remercie Machallah d'avoir cette chance-là, mais c'est beaucoup de travail. Par exemple, pour organiser un concert, ça prend par exemple 15 heures entre la technique, les emails échangés, les répétitions qui sont travaillées déjà avant. Donc on ne se rend pas compte, mais ça prend, c'est plus que 15 heures pour un spectacle conte aussi, en amont. Et donc les gens ne perçoivent pas toujours tout le travail qu'il y a derrière. Et au niveau des rémunérations, ce n'est vraiment pas équilibré. Voilà. Et pour revenir à l'enseignement, Madame Balil, est-ce que vous pensez qu'on fait la promotion de l'art la promotion de l'art dans les écoles? Parce que bon, comme vous dites, est-ce qu'il y a une ouverture vers le monde artistique dans les écoles ou pas, d'après vous? Ou pas assez? Voilà, pas assez. Mais il y a vraiment comme les jeunesses musicales qui étaient organisées dans les écoles où j'enseignais, où là, on sensibilise les élèves à un style musical et c'est très didactique, très pédagogique. Il y a des sorties culturelles, les profs de français organisent. Oui, il y a. Mais je dirais que pour moi, personnellement, j'en ai parlé avec mes élèves, l'idéal serait de pouvoir mettre des matinées vraiment de cours classiques et l'après-midi, soit des activités sportives, soit de la culture en fait. Et je pense que les élèves seraient beaucoup plus épanouis, nos jeunes, en ayant ce mélange-là. Cette approche-là en tout cas. Vous vous mettez à l'écriture, vous avez écrit un livre qui est publié aux éditions Antidote et qui s'appelle Ventre étoilé, Nora Balil. Alors c'est un recueil de poèmes. Parlez-nous un petit peu d'abord de l'idée. Est-ce que c'est quelque chose que vous nourrissiez déjà pendant tout votre parcours artistique et puis vous avez fait un bébé, c'est un petit peu le thème quelque part. Mon bébé. Voilà. Racontez-nous un petit peu le parcours ou le chemin qui a amené à ce livre-là. En fait, quand j'ai commencé à faire les scènes bruxelloises de scènes ouvertes ou que j'étais invitée à des festivals de poésie, à chaque fois quand je rencontrais le public ou les organisateurs, ils me disaient « mais où on peut chercher vos poèmes ?» Et donc moi, c'était éparpillé dans plein de cahiers différents, dans différentes armoires, dans des sacs. Et donc je leur disais « mais oui, mais j'en ai déjà là, puis sur cette page-ci, tout était un petit peu chaotique. » Et j'y croyais pas, je ne pensais pas qu'un jour je serais publiée. Et puis l'idée commençait à venir dans ma tête et j'ai commencé à faire des recherches d'auto-édition. J'ai toqué à la porte de 2 maisons d'édition ici en Belgique, mais je n'ai pas eu une réponse favorable. Et puis un jour, les étoiles et les astres se sont alignés et j'ai eu la chance d'être un coup de cœur de la maison d'édition Antidote
qui est une maison d'édition engagée. Et je remercie infiniment Luc Vervaert et Nadine Rousseau de m'avoir fait confiance. Et Nadine m'a vraiment accompagnée dans ce parcours d'accoucher de ce recueil. Et donc, du coup, c'est mon bébé. C'est en septembre. Il est né, comme moi, je suis née en septembre. Et ce qui est vraiment une synchronisation merveilleuse de l'univers, c'est que ça a pris pratiquement 9 mois, en fait, comme les 9 mois de ce ventre étoilé. Voilà. Justement, quel est le thème de ce livre? Donc, on rappelle Ventre étoilé. D'abord, le choix de ce... Peut-être le thème et puis le choix du titre. Oui. Alors, je voudrais d'abord mettre à l'honneur l'illustratrice Makoto, qui a travaillé avec une graphiste remarquable. Vous pouvez le mettre un peu plus haut. Oui. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui parler de mon projet. Et elle a beaucoup aimé. Et puis du coup, elle s'est inspirée de ce que je voulais. Et moi, je voulais vraiment un ventre étoilé, c'est-à-dire un ventre qui est rempli de vie et qui relie le ciel à la terre. Donc, il est rempli d'étoiles. Et ce recueil, en fait, il parle du parcours d'une femme, qui est moi, dans ce cas de figure, tout le parcours d'une femme qui n'a pas donné la vie. Qui n'a pas eu d'enfant. Qui n'a pas eu d'enfant. Voilà. Et c'est très bien de préciser ça parce qu'en fait, on donne la vie, même si on n'a pas d'enfant. Et donc, c'est tout ce chemin de résilience. Comment on vit ça et comment on s'en sort. Parce que pour moi, il faut toujours qu'il y ait le soleil après la pluie et les orages et la traversée du désert. Et donc, je raconte dans mes poèmes ce parcours-là. Donc, il y a des poèmes qui sont très, très durs, qui expliquent la nuit noire de mon âme de femme. Et puis après, tout doucement, on va vers quelque chose de plus léger et d'enfanter le monde, en fait. Donc, si on résume un petit peu, on reformule ce que vous dites, Ventre étoilé parle des sensations, des émotions, des parcours, des états d'une femme qui ne donne pas la vie, comme vous l'avez dit, qui n'a pas d'enfant, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que ça a été dur d'extérioriser ces émotions, madame? En fait, c'est des années de souffrance, il faut dire les choses, des années d'isolement, des années de questionnement, avant de pouvoir accoucher de ces textes. Et donc, pour moi, ça a été dur, oui. Surtout les derniers mois, où là, vraiment les 2 derniers mois où je me suis vraiment appliquée au texte, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de souffrance psychique par rapport à ça, et que je venais de loin, et qu'aujourd'hui, je me sentais capable de gérer et d'accoucher de ces émotions-là. Alors, par rapport au contrôle social ou à la société, quel est, quand on parlait de ce livre hors antenne, vous me disiez qu'il y avait comme un genre de contrôle ou de préjugés face à la femme qui n'a pas d'enfant, dans certaines cultures plus que dans d'autres. Comment vous avez vécu ça? Oui, en fait, moi, depuis que je suis jeune, j'ai vécu ces préjugés ou même ces regards. Moi, je parle beaucoup de regards parce qu'en fait, ça m'est arrivé souvent d'être exclue de conversations ou qu'on ne m'invite pas parce que je n'ai pas d'enfant, ou à un moment donné, j'interviens dans la conversation, mais je ne suis pas légitime. Donc, il y a une sorte d'omerta, une sorte d'exclusion, on va dire, indicible, qui n'est pas visible. Et tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir et tu ne fais pas partie de la ronde de ces femmes. D'ailleurs, j'ai un texte assez dur là-dessus. On sent voilà, qu'on n'a pas une place légitime. Et c'est une grande souffrance parce que c'est l'âge où vous avez vraiment envie de partager votre vie. Et donc, pendant les vingtaines, trentaines, début 40 ans, ça a été dur parce que les conversations des femmes dans lesquelles j'étais le plus, qui est le milieu d'enseignants, étaient tournées autour des enfants. Donc c'était un peu compliqué. Alors justement, est-ce que ce sentiment qu'on est une femme qui ne sert à rien ou qui n'a pas le fait de ne pas avoir eu d'enfant, une vie ratée, parce que c'est ce qu'on a déjà entendu, une vie ratée, un parcours raté. Donc, est-ce que cette présence de ce sentiment-là est plus dans certaines cultures que d'autres? Oui.
Oui, parce qu'en fait, souvent, le regard de pitié aussi était là. Ah, elle a raté sa vie. Ah, oh, la pauvre. Voilà, le fameux mot, la pauvre, Mektoub. Et à chaque fois, il y avait, voilà, Mskina. Et à chaque fois, ça vous met dans une sorte d'infériorité, une sorte... c'est comme si vous n'étiez pas une femme... Vous ne pouvez pas être une femme accomplie. Cette destinée-là, vous ne pouvez pas pouvoir le faire. Et alors, vous êtes inhibé. Et jusqu'au jour où vous travaillez sur vous-même et vous vous légitimez. Et ce livre m'a aidé à tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. De pouvoir dire oui, je n'ai pas donné la vie, mais je suis fière. Et c'est vrai que dans certaines cultures, la culture dont je suis issue, qui est une culture musulmane, et la place de la femme se définit... Elle n'existe qu'à travers ses enfants. Voilà, une famille. Et donc, le rapport aux hommes aussi est différent. Je n'en avais pas conscience, c'est seulement ces dernières années. C'est qu'en fait, vous êtes une femme disponible. C'est-à-dire que, comme vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas créé de famille, vous êtes une femme qui est plus disponible, est plus malléable, est moins légitime. Donc, vous êtes comme une femme de seconde classe en arrière-plan, en arrière-cour. Voilà. C'est une question de mentalité. Oui. Donc c'est dans la mentalité de certaines cultures que la femme est considérée comme... oui, mais je dirais dans toutes les cultures. Je me suis rendu compte, c'est juste que les choses ne se disent pas, mais dans certaines cultures où la famille est encore un point central sacré du fonctionnement social, là c'est encore plus marqué. Oui. Ce sentiment, vous le partagez avec d'autres femmes qui ont la même histoire ou le même parcours, la même sensation? Alors, depuis que je parle de ce projet, j'ai plein d'échos de femmes qui viennent me voir, qui viennent se confier. Et les femmes qui viennent se confier, qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est aussi possible, ou qui n'ont pas pu en avoir, eh bien, c'est vraiment souvent des partages d'émotions intenses. Et je suis très étonnée que des femmes qui ont des enfants soient aussi touchées par ce recueil, parce qu'elles s'y retrouvent d'une façon ou d'une autre. Parce que ça touche le thème de comment vivre quand on est différente, quand on n'est pas dans la norme, quand on est singulière, quand on nous rejette en tant que femme. Et donc c'est vraiment, je suis confrontée à des échanges, mais qui sont au-delà de mes espérances en fait. Et donc, on en pleure même. La dernière fois, une jeune femme est venue vers moi en larmes. Elle m'a entendu dire les poèmes et du coup, ça fait un échange magnifique. Ouais. Alors, vous avez parlé des femmes donc, qui, elles, ont des enfants, mais qui sont quand même touchées par cette... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience que exister qu'à travers le fait d'avoir des enfants, ça peut être aussi pénible? Oui, tout à fait. Parce que quand elles viennent vers moi, elles me parlent de leurs problèmes avec leurs enfants. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et elles me racontent leurs difficultés de justement trouver un équilibre entre la femme qu'elles sont et cette charge mentale qu'aujourd'hui, avoir des enfants dans une société où on n'est pas dans une sorte de grande tribu, voilà, où on doit assumer tout seul, les femmes célibataires, oui. Elles échangent beaucoup sur leur vécu de femme mère, en fait. Voilà. Alors, vous avez écrit Ventre étoilé. Oui. Vous avez donc accouché, hein, parce que le livre son écriture a duré 9 mois, donc vous avez une gestation de 9 mois. Oui. Vous l'avez donc vous y avez mis tout ce que vous vouliez. Est-ce que ça a été une thérapie pour vous? Oui, c'est vraiment ça. C'est une thérapie et après cet ouvrage, une fois qu'il a été accouché, j'ai senti une délivrance, et surtout au niveau du ventre. Et comme par hasard, j'ai aussi perdu du poids à ce niveau-là. C'est comme si j'avais accouché de tous les maux de femme. Et pour moi, ça a été une thérapie. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous lire le choix, enfin, ce que vous avez choisi pour un petit extrait de Ventre étoilé. Donc, je rappelle, est aux éditions Antidote. Antidote. Alors, je vais vous lire un premier texte. Et ce premier texte, c'est le moment où j'étais dans ma nuit noire, les moments les plus difficiles, le soir, à se demander pourquoi, Dieu, je ne donne pas la vie. Quand le rideau tombe sur la nuit,
quand le rideau tombe sur la nuit. Me défendre de tous ces rires. La solitude se dessine. Perdre pied, le regard vide. Vous me voyez si invincible. Entendre vos cris, mon seul répit. Éteindre mes larmes sans artifice. La scène n'est plus que ma vie. Si souvent mettre à nu mes drames. Ma silhouette se désarme. L'audace de mes débuts se farde. Attendre le jour, rien ne se passe. Un jour, je partirai sans bruit, fatigué d'être votre cible, ne plus me perdre dans vos souvenirs. Le rideau tombe sur la nuit. Le rideau tombe sur la nuit. Bravo, Madame Balil, très très bien interprété, des belles phrases. Et c'est comme ça pour tout au long du livre. Je ne sais pas si vous avez prévu de... Mais je voulais aussi montrer l'ombre et la lumière, le chagrin, la tristesse et la libération et la légèreté, la guérison. Et je l'exprime dans Café léger. Alors il faut s'imaginer que vous êtes un de ces matins. On a tous eu ça à un moment donné, le matin quand on se réveille. On sent qu'il y a une énergie en nous qui est légère. On dirait que quelque chose s'est libéré et on sent que tout est possible. Café léger. Quand tu m'emmènes danser, j'ai le cœur si léger. Une vie à aimer, une vie à danser, une vie à rêver, un café léger. S'éveiller à l'aurore, nous ne sommes que des étoiles endormies. Mon café brille ce matin de sa mousse légère, une respiration ample comme une robe de soie éphémère. Marcher pieds nus sur une plage de sable rose, je dévoile mon secret sur mon ventre en demi-pause. La beauté du ciel me dit que nous sommes des filles du vent. Ne pas donner la vie est une lumière devant l'éternité de l'océan. Danser à travers les pétales de ma singularité, et puis renaître, le début d'une nouvelle épopée. M'enivrer de douceur de miel et de thé à la menthe, nous sommes reines d'un royaume sans enfants. Nous avançons fiers et dignes, accoucheuses de liberté. Non mères, nous sommes des îles sans racines inhabitées. Si semblables des autres femmes comme une vague maternante, honorer ces soleils, s'éveiller à l'aurore, une majestueuse présence. Bravo, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui nous regardent pourront venir vous voir et regarder un petit peu, enfin vous écouter, interpréter vos poèmes, en plus de ceux du livre Ventre étoilé. Donc je rappelle aux éditions Antidote. Alors le thème, je vais juste dire quelques titres. Il y a le Ce ventre, Ne m'en voulez pas, 3 heures du matin, Test de grossesse, Fille sacrée, À la belle saison, L'arbre de vie, Des nôtres, Quand le rideau tombe sur la nuit, Qui suis-je? Ma vérité, Déesse chocolatée, Café léger que vous venez d'interpréter, Mon bébé chéri, Dounia. Une autre histoire, Maladresse, Ce regard là, Enfanter le monde, 1000 visages, Ode à la femme. De beaux titres, ça promet d'être une très très belle lecture, Madame Balil. En tout cas, on vous encourage à écrire et à continuer à vous exprimer à travers vos poèmes. Ils sont magnifiques.
Alors, ça, c'est le présent de Madame Balil. Là, maintenant, vous faites plusieurs scènes. Je vous suis sur les réseaux. Vous faites plusieurs scènes, vous interprétez, vous chantez. Quels sont vos projets maintenant? Donc, on va regarder un peu devant nous, dans l'avenir. Quels sont vos projets? Alors, donc, dans la continuité du ventre étoilé, je voudrais le faire vivre évidemment dans la Belgitude, mais aussi au-delà, en France, au Maroc. J'ai aussi le projet de pouvoir faire vivre cette lecture et ces poèmes là-bas. Et aussi, j'aimerais aussi créer un spectacle complet de contes, même si je le fais déjà, mais j'aimerais vraiment aboutir ce projet. Et puis il y a aussi le début, l'écriture. Je me suis mis à l'écriture de mon deuxième recueil. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est la seule chose que je peux dire, c'est sur le thème de la femme. Et donc ça aussi. Et j'aimerais en faire un spectacle en fait. Pouvoir, voilà. Donc c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, l'émission Femmes au pluriel touche à sa femme. Madame Balil, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, aussi bien au rapport à l'art, mais aussi aux études, à la langue française, ou bien question de bien-être? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes, et ça sera votre mot de la fin? Surtout, soyez curieux. N'hésitez pas à pousser des portes pour aller vers des mondes inexplorés, inconnus. Initiez-vous à la poésie. La poésie n'est pas faite que pour certaines élites intellectuelles, mais elle est ouverte à tous les possibles. Et surtout, croyez en vos rêves. Et pour les femmes, surtout, continuons à nous émanciper et à libérer toute cette richesse, cette puissance que l'on a, et de pouvoir l'offrir au monde, et aussi de préparer tout ça pour les filles et les petites filles de demain. Voilà, d'être des femmes des lionnes en fait, des lionnes dans sa force, et pour conquérir le monde. Et voilà. C'est ça. Merci. C'est Merci. sur votre beau sourire qu'on achève cette émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, soyez heureux et heureuses.